Alors, soit f une fonction holomorphe sur oméga, et k un compact inclus dans oméga. On suppose que sa frontière est un chemin C1. Donc, on suppose que ce compact a une frontière qui est... Maintenant, on est dans les cas où... Oui. C'est pas vrai que pour n'importe quel compact, mais Okay. c'est des bons compacts. Donc, la frontière est un chemin. Chemin de classe 1. Ça veut dire, comme il appelle la frontière, nous dirons-nous, c'est l'image d'un chemin régulier par morceau. Ok. D'accord? Oui. Oui. D'accord? C'est ça un chemin. Lui, Oui. il pense à... Il y a un abus Oui. avec un chemin comme une application ou bien son image. Ok. Donc, c'est déjà connexe là, la frontière. Oui. Donc, là, on a cette intégrale est nulle. Oui. Regardons, supposons qu'il y a fait de classe C1. F est de classe 1, oui. Il va supposer que c'est... Donc là, il peut utiliser Green-Riemann. Parce que Green-Riemann, comme on passe par l'intégrale double, il faut que les dérivées partielles soient continues. Oui. Oui. Donc, on suppose que la dérivée est continue. Oui. Or, f de z, c'est f de x dx plus if de y. Oui. Alors, le fait qu'elle est holomorphe implique que la dérivée par rapport à y, c'est égal à i fois la dérivée par rapport à Oui. x. Et je te dis oralement, c'est pas la peine d'écrire. Oui. Pourquoi? Parce que quand on dérive par rapport à x, on fait si elle est dérivée par rapport à z, c'est quelquefois z, la formule de la limite. Oui. Oui. Mais si tu ajoutes un h qui est réel, Oui. tu te trouves avec une dérivée partielle par rapport à r. Oui. Mais c'est un cas particulier. Oui. Tu trouveras à la limite quand même la dérivée toujours. Oui. Et donc la dérivée d'une fonction holomorphe en z, c'est aussi sa dérivée partielle par rapport à x. Oui. Oui ou non? Oui. Maintenant, si tu fais la dérivée partielle par rapport à y, c'est que tu ajoutes un petit k à y. Mais si tu ajoutes un petit k à y, à ta variable z, tu ajoutes i fois k. C'est vrai. Donc dans le dénominateur, dans la dérivée complexe, tu as i fois k. Alors que dans la dérivée par rapport à y, tu n'as que le k. Donc c'est pour ça que la dérivée par rapport à y, c'est i fois la dérivée. Oui. Donc tu peux écrire une formule qu'on oublie souvent. Oui. Tu peux l'écrire. C'est que la dérivée, si f est holomorphe, la dérivée par rapport à y est égale à i fois la dérivée par rapport à x. Si f est holomorphe, f est holomorphe. C'est dérivable. Alors qu'est-ce que tu as la dérivée par rapport à z. Dérivée par rapport à z. Mais c'est pas par rapport, c'est une pli partielle. Mais écrivons d'abord la dérivée par rapport à y. Pourquoi pas? Dérivée par rapport à y. J'écris dérivée par rapport à y. Oui, d sur dy, comme c'est écrit là-bas. Dérivée partielle. df sur dy, df sur dy. dy. Oui. Ça sera égal à i df sur dx. À i df sur dx. Et ça sera égal à if prime. Égal. Égal if prime. I F prime. f prime. Nous avons dit que la dérivée f prime de z, tu vois. Oui. Donc, souvent, on retient la première et on oublie la deuxième. On oublie que la dérivée par rapport à x, c'est aussi la dérivée par rapport à z. Ah, ok. Il faut faire attention, c'est qu'une fonction d'une variable complexe, elle arrive aussi dans C. Oui. Donc, la dérivée de f par rapport à y elle-même, c'est une fonction d'une variable, Oui. c'est toujours une fonction de deux variables. Oui. D'une variable complexe z toujours, Oui. mais que je dérive par rapport à y. Oui. C'est un nombre complexe. Oui. C'est pour ça qu'on peut écrire i df sur dx et f prime aussi. Oui. Donc, maintenant, si elle est holomorphe, on a ça. Oui. Mais si simplement on a df sur dy égale i df sur dx, Seulement ces deux-là. ces deux-là, Oui. et si les dérivées partielles sont continues, Oui. on peut démontrer rapidement qu'elle est holomorphe. Je vais te dire oralement et rapidement. Oui, Je ok. pense, mais sinon Oui, oui, on oui. peut même l'écrire. Oui. C'est que si elle est différenciable, Oui. d'accord? Tu vas avoir f de z plus, disons h complexe, d'accord? Oui. H plus ik. Ok. Écrivons, pourquoi pas. Ok. Si elle est de classe C1, tu vas avoir f. Je vais écrire ici, je vais prendre un petit espace ici. Ok. Si elle est. On va supposer qu'elle est différenciable simplement. Ok. Alors. Comme on fonctionne de deux variables. Hein? Oui, oui. Donc tu vas avoir f Oui. De de z z. plus à l'intérieur de la variable F de z plus h. h plus ik H plus plus ik Oui. moins f de z Moins f de z. égale, d'accord? Oui. Si elle est différenciable au sens réel, hein? Oui. Z c'est une variable dans un espace vectoriel, x, Oui, y, oui, oui. d'accord? C'est la différentielle de f. Df. Non, des droits. C'est la différentielle comme application linéaire. Différentielle de f en z, des indices z. On écrit parce qu'on va l'appliquer. Mais de f, la différentielle en z de f, Oui. appliquée Appliqué. à h plus ik, d'accord? Oui. Plus h plus ik en norme, parce que là on va la regarder comme une fonction, Oui, oui, oui. d'accord, de deux variables, epsilon de h plus ik.
Ça veut dire le reste est négligeable par rapport à H plus K. Okay. Le deuxième epsilon, c'est un nombre complexe. Oui. Ça, c'est la différentiabilité au sens réel. Oui. Tu comprends? Oui. C'est la différentielle au sens réel. Et la différentielle au sens réel, c'est une application R linéaire. Oui. D'accord? Oui. C'est égal. C'est égal. df sur dx. df. Sur dx. En z, au point z. Sur dx. Au point z. Point z. Au point z, ouvre une parenthèse. Au point z, que je multiplie par h. Plus df sur dy. Sur dy. En z. En z. Que je multiplie par k. Que je multiplie par k. Multiplie, c'est pas une parenthèse. Que je multiplie par k, oui. Que je multiplie par k. Ici, c'est un d droit, une seconde. Ça, c'est le dérivé partiel, oui. Oui. Non, là c'est le dérivé partiel, bien sûr. D'accord? Ici, c'est partiel. Oui. Est-ce que j'écris? Mais on l'écrira en parent, pareil, puisque. D'accord? Non. Ici, c'est partiel, il écrit partiel. Et la différence. Et pourquoi on fait des choses comme ça, partielles, comme une variable? C'est-à-dire, on la regarde comme une fonction. Alors que la différentielle droite débile, c'est une application linéaire. Oui. Et cette application linéaire de R2, de C, dans R. Oui. Dans C, pardon, parce oui. qu'elle va de C dans C. Mais elle est linéaire. Oui. Elle est donnée par une matrice ligne, appliquée à HK. D'accord? Oui. D'accord? Et là, c'est des nombres complexes, oui, parce que ça arrive dans C. C'est oui. composante par composante. Oui. Plus le petit o, plus ce qu'il y avait avant, plus petit o de H de K. Petit o de H plus IK. Oui ou non? Oui. Ça veut dire H plus IK, c'est epsilon B. Ça, c'est la différentiabilité au sens réel. Oui. Mais si df sur dy égale à I fois df sur dx, tu remplaces. Oui, df sur dy, I df sur dx. Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir à chaque fois df sur dx en facteur, oui ou non? Oui, df sur dx en une seule fois, df sur dx. Appliqué au point z, fois h plus ik. H. Ouvre une parenthèse. C'est vrai ça, plus petit o. Oui. C'est vrai, si, c'est vrai, à condition que df sur dy est égal à I fois df. Sur dx. Oui ou non? Oui, oui. Donc si df sur dy est égal à I fois df sur dx, la différentiabilité au sens réel va te dire, tu multiplies tout simplement par df sur dx. Donc elle va être, tu comprends? Oui. Elle va être c dérivable. Parce que signifie c dérivable? Ça veut dire que la différence divisée par h plus ik oui. admet une limite qui n'est autre que la différence dérivée par c par rapport à x. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Donc en fait, les applications C linéaires sont meilleures que les applications R linéaires. D'accord ou pas? Oui, oui, oui. C'est cette condition supplémentaire qui nous a assuré qu'en fait elle est C linéaire par R linéaire. Oui. Parce que, regarde, quand j'écris la différentielle appliquée à H plus oui. IK, je fais sortir le H, oui. c'est df sur dx, oui. plus K fois la différentielle en Z de F appliquée à I. C'est ça qu'on appelle les différentielles dérivées partielles, parce que oui. c'est la différentielle appliquée à un vecteur. Oui. C'est la dérivée suivant un vecteur. Oui. Tu sais, quand on écrit qu'une F plus un vecteur moins F, c'est la différentielle appliquée à un vecteur, oui. je peux retrouver cette valeur-là oui. comme une limite. Pourquoi? Tu gardes ton vecteur fixe, tu ne le fais pas tendre vers 0. Oui. Tu mets un paramètre T. Oui. Tu supposes que H plus IK est fixe. Oui. Tu vois? Je ne veux plus faire varier. Oui. C'est un vecteur. Oui. Regarde-le comme ça. Tu fais un T. Oui. Si je remplace H plus K par T fois H plus IK, oui. je vais avoir là-bas F de plus T moins F de Z. Et quand tu as un T devant H plus K, la linéarité te fait sortir le T. Oui, oui, oui. Tu comprends? Si tu divises par T, à la limite, tu trouves ça. Oui, c'est vrai. Donc, la différentielle appliquée à un vecteur, c'est la limite de quoi? À un vecteur, oui. pas horizontal, pas vertical, oui. à n'importe quel vecteur. Oui. C'est la limite de F de x plus T fois ce vecteur, moins F de x sur T. Oui. C'est-à-dire que ton paramètre T, tu le mets devant ton vecteur. Oui. C'est ce qu'on appelle la dérivée direction. Directionnelle, suivant une direction. Suivant une direction. Oui. La dérivée partielle par rapport à x, c'est la dérivée suivant l'axe des y, quand x, des x, quand x simplement varie. Oui. Quand y simplement varie, c'est une droite verticale. Oui. Mais tu peux dire, si les deux existent, pourquoi quand je suis sur une droite oblique, j'aurai une limite? Pas du tout, si les dérivées partielles existent. On ne sait pas que la dérivée par rapport à n'importe quel vecteur existe, oui. mais si elles existent, oui. et elles sont continues tout à l'ouvert, oui. on trouve ton point donné, oui, oui. alors là tu es tranquille, elle est différenciable. Oui.
D'accord? Et sa différentielle par rapport à chaque vecteur, c'est une limite. Donc, la dérivée par rapport à x, c'est celle-là. Et tu vas avoir plein de dérivées directionnelles. Et même pas directionnelles, parce que quand on fait la limite de z plus un vecteur moins z, on ne demande pas au vecteur comment il tend. On s'en fiche. La limite, c'est un point complexe qui tend vers l'origine. Oui. Et il peut se balader comme il veut. C'est un point des plans. L'essentiel, c'est qu'il tend. Oui. C'est différentiel, c'est ça applique. D'accord? Oui. C'est clair? C'est clair. C'est tout. Donc, on fait cette parenthèse. Hein. Cette parenthèse, oui. Donc, on a cette condition-là. Le rotationnel va être... C'est celle-là, c'est le rotationnel. C'est ça, c'est celle-là qui va tenir. Oui. D'accord? Oui. C'est composante par composante, parce que les df et les dx sont tous les deux des nombres complexes. Okay. Mais c'est comme si c'était réel. Quoi. Oui. Tu as la condition, finalement, ça c'est nul. Oui. D'accord? Et donc, c'est pour ça que ça tenait. D'accord? Okay. Maintenant, oui. Dans le cas général, ça c'est pas correct. C'est pas correct. Regarde, dans le cas général, c'est pas correct. Dans le cas général. Ce qu'il a ajouté ici, c'est pas correct. Dans le cas général, on sait que f est limite uniforme d'une suite de fonctions allomorphes de classe C1. Non. C'est pas. Je vais expliquer. Hein. Okay. Je vais expliquer. Il suppose que la dérivée de f est continue. Oui. D'accord? Il a son égalité. Oui. Parce qu'il va utiliser une intégrale double, il va utiliser une Riemann. Oui. Maintenant, il va supposer que f est holomorphe, c'est-à-dire dérivable simplement. Oui. Dérivable simplement. Il veut dire que si je suppose que f est dérivable simplement, oui. Je peux l'obtenir comme limite de fonctions qui sont dérivables. D'accord? Oui. Et la dérivée est continue, ça me suffit la continue. Mais lui, il dit qu'un uniforme. Oui. Or, pour écrire une fonction comme limite uniforme, oui. On fait la convolution. Il va convoluer avec une suite régularisante. Mais quand il va convoluer, c'est des fonctions qui sont infinies au sens réel. C'est infini au sens réel, oui. Mais qui ne vérifient pas la condition de celle-là de dérivée partielle. Or, quand on veut la régularité, on va dériver la bonne fonction régularisante. Oui. Or, les fonctions régularisantes qu'on va utiliser ici, oui. Elles sont de classe infinie au sens réel, pas complexe. Donc, les fonctions C infinies, on les utilise en analyse, en intégration, par rapport à des choses qui sont mauvaises, oui. Par rapport aux distributions, des fonctions qui ne sont pas régulières, tu vois. Oui. On fait la convolution, subitement, ça devient de classe infinie parce que dans la formule de convolution, on peut dériver par rapport à l'une ou par l'autre, d'accord? Oui. Mais quand on va convoluer celle-là avec une bonne fonction, soi-disant, oui. Elle va hériter ses propriétés de quoi? De l'autre fonction qui est bonne. Parce que là, on sait simplement que ça dérive mieux. On va gagner en régularité. Mais l'autre est plus mauvaise. Ça veut dire que si tu utilises ta formule de convolution, oui. D'accord, oui. Tu vas utiliser les propriétés de l'autre fonction. L'autre fonction est meilleure, elle est indéfiniment dérivable au sens réel. Mais les dérivés ne vérifient pas l'équation de Cauchy et Riemann. Oui. Et donc, en fait, ça sert absolument à rien. Et d'ailleurs, tu vois, si je veux régulariser, si je veux faire une fonction, elle est définie au passage du compact K. Oui, oui. On la prolonge par 0. Oui. Tu vois? Oui. Et les fonctions régularisantes ont un support de plus en plus petit. Oui. Donc, je vais avoir une fonction qui a un support compact par convolution. Oui. Or, une fonction à support compact ne peut jamais être holomorphe. C'est une limite uniforme, c'est vrai, d'une suite de fonctions qui devient C infini au sens réel, mais oui. Qui cesse d'être holomorphe. Oui. Or, nous, on a utilisé... Dès qu'elle s'annule, elle doit s'annuler partout. Partout. Oui, c'est le principe du maximum. Oui, oui, c'est bon. D'accord? Oui, oui. Donc, la régularisation, oui. Elle a été utilisée ici pour une chose qui est meilleure que les fonctions C infinies. Oui. Le top du top oui. Pour les fonctions habituelles, continues, oui, par morceaux, je ne sais pas, c'est les fonctions C infinies. Oui. Mais les fonctions C infinies de deux variables sont rien du tout par rapport aux fonctions holomorphes. Oui. D'ailleurs, on a des fonctions en bosse. Oui. Donc, il a régularisé une chose meilleure par quelque chose qui est plus mauvais. Ah. Tu vois? Ah, oui. Et donc, c'est une erreur. On a utilisé des techniques d'analyse réelle, oui. En analyse complexe, et ça ne marche pas. Okay. Donc, en fait, je vous fais confiance, moi. Vous êtes le spécialiste, non, non, moi. Parce que si quelqu'un dit oui, que oui. J'ai une démonstration, d'accord, du théorème de Cauchy, oui. Sans l'hypothèse que f' est continue, oui. La seule démonstration, c'est celle qui est dans le livre dans les cartons, c'est celle de Cauchy-Goursat, celle de Goursat, oui. Qui est donnée pour le rectangle. Dans les cartons, seulement pour le rectangle. Oui. Et c'est une astucieuse calculatoire, etc. Ça n'utilise rien du tout, pas d'intégrale double. Okay. Dès que tu passes à intégrale double, il faut que ce soit lycéen. Donc toutes les démonstrations dans la majorité des livres, ils utilisent si on ne veut pas utiliser, la seule que je connais, que les gens connaissent, c'est celle de Goursat qui est vraiment astucieuse, d'accord, et qui vraiment ne passe pas par tu vois. Et donc là,
disons, la régularisation, ça n'a pas de sens. On ne régularise pas une fonction holomorphe. Ok. D'accord? On n'a pas à chercher qu'elle est... Et dès qu'une fonction est dérivable, on va voir très vite qu'elle est indéfiniment dérivable au sens complexe. Oui. D'accord? Mais à condition d'avoir ce résultat. Oui. Or, ce résultat, on a supposé qu'elle est continue. Mais Goursa, après l'avoir fait pour le cas continu, il s'aperçoit que sa manière astucieuse de calculer, il n'a pas besoin de la continuité. Ah, tiens, donc c'est vrai pour une fonction, dès qu'elle est dérivable, elle est indéfiniment dérivable au sens complexe. Hein. Oui, oui. Tu comprends? Oui. Et ça, c'est la propriété des fonctions holomorphes qui est meilleure que toutes les fonctions c'est infini. Donc on n'a pas à passer par des limites, ça n'a pas de sens. Oui. D'accord? Donc c'est un piège, un réflexe des gens qui travaillent dans les LP, etc. Et on fait une convolution, hop, on tombe dans le C infini. D'accord? Alors qu'on est dans une situation d'une fonction holomorphe, c'est mieux que le C infini. Ok, mais c'est pas grave. Donc, donc dans l'hypothèse, on suppose qu'elle est dérivable et on garde l'hypothèse que f est dérivable et sa dérivée est pour utiliser Green-Riemann. On passe maintenant à la formule intégrale. Formule intégrale de Cauchy, c'est celle-là. Okay. Regarde la formule intégrale de Cauchy. Fonction holomorphe sur un disque. Sur oméga. Et on prend un point. On prend un disque qui est inclus dans, tel que sa frontière. On prend un disque de sa fermeture. Son adhérence est incluse dans oméga. Donc de centre Z0. De centre Z0. Et puis on prend un point variable à l'intérieur du disque. Un disque ouvert. Hein. Attends une seconde. À l'intérieur du. Si c'est le C, c'est la frontière, c'est ça? C, c'est la frontière, le cercle. Le cercle, ok. C'est la frontière du disque. Donc okay. le dénominateur peut être défini. Parce que toi, tu intègres sur le cercle. Bien sûr, et le Z est à l'intérieur, dans le disque. Il n'est pas dans l'adhérence. Donc tu peux définir cette intégrale. Oui, bien sûr. Oui. Tu vois? Oui. Et il dit que c'est f de Z. Et c'est remarquable. C'est qu'il suffit de connaître f sur le cercle, puisqu'on intègre sur le cercle, tu vois, pour l'avoir en tout point Z. Parce que 1 sur xi moins Z, lui, bon, c'est une fonction classique connue. Tu vois? C'est remarquable ça. Dès qu'on connaît une fonction holomorphe sur le cercle, on connaît en tous les points à l'intérieur. À l'intérieur. Oui. D'accord ou pas? Oui, oui. Bien. C'est clair? Oui. Par exemple, si elle est nulle sur tout le cercle. Elle est nulle dans tout le disque. D'accord ou pas? Oui. Parce que, tu vois? Et ça, c'est la formule intégrale de Cauchy. C'est une formule magique. Oui. Et on ne va pas écrire, on va gagner un peu de temps. C'est-à-dire, si on oublie le terme de gauche, et si on oublie que c'est un cercle, j'intègre sur n'importe quoi. Une fonction continue, sur un chemin, pas forcément lacé. J'écris l'expression f de xi sur xi moins z, c'est tout. Et j'intègre sur un compact, un chemin. Oui. Alors, regarde, le z, il est en bas. Donc là, j'ai intégré, donc ce sera une fonction de z. Oui. Cette fonction de z va être indéfiniment dérivable, sauf pour chaque fois qu'elle est définie. Ça veut dire sauf sur z, il ne doit pas être sur la courbe sur laquelle tu intègres. Pourquoi? Parce que tu intègres sur un compact une fonction qui dépend d'un paramètre z. Oui. Et donc, on a le droit de dériver sous le signe somme. Oui. Et sous le signe somme, qu'est-ce qu'on va dériver? On va dériver la fonction de z qui vaut 1 sur xi moins z. Et cette dérivée-là, c'est moins 1 sur xi moins z au carré. On peut dériver autant de fois. Oui. Donc, une fonction qui est définie par une intégrale comme ça, elle va être indéfiniment dérivable. Et donc, déjà, une fonction, si je montre qu'elle vérifie ça, j'aurais démontré qu'elle est indéfiniment dérivable au sens complexe. D'accord? Oui. Mais si je montre, elle est très puissante cette formule-là. Regarde une autre propriété de cette formule. Si tu as une suite si elle vérifie ça, si tu as une suite de fonctions holomorphes qui convergent uniformément sur tout compact vers une certaine fonction. D'accord? Par passage à la limite, la fonction va vérifier l'égalité. À gauche, à cause de la convergence simple, et à droite, puisque tu as une convergence uniforme et que tu intègres sur un compact. Donc tu auras les intégrales tendent vers les intégrales. Donc la fonction limite va vérifier cette égalité. Et comme le terme de droite, on a dit qu'il est indéfiniment dérivable. Donc la fonction limite va être indéfiniment dérivable. Donc une limite de fonction holomorphe, limite uniforme sur tout compact, de fonction holomorphe est encore holomorphe. Primo. Secondo, dès qu'une suite de fonctions holomorphes tend vers une fonction holomorphe, uniformément sur tout compact, eh bien les dérivés font la même chose. Pourquoi? Parce que si les fn tendent vers une fonction par passage à la limite, je vais avoir ça. Oui ou non? Mais par passage à la limite, j'ai la même chose. Au lieu de mettre xi moins z au dénominateur, je mets xi moins z au carré. Mais xi moins z avec un signe. Mais xi moins z, c'est la dérivée. Oui, c'est la dérivée. Tu comprends? Ici, ça marche. Donc les dérivés vont converger aussi. Toutes les dérivées aussi, oui. Donc dès qu'il y a une convergence pour la fonction elle-même, il y aura une convergence uniforme de toutes ces dérivées. D'accord? D'accord? Pareil. D'accord?
C'est clair? C'est clair, oui. Donc, c'est une formule extrêmement puissante. D'accord? Oui. Bien. Maintenant, on va la démontrer. Oui. Autre chose, et j'ai fini. Oui. Cette formule, on peut en déduire l'analysité. Pourquoi? Parce que le terme qui est ici, en bas, le dénominateur, si z est petit, Oui. quand toi tu es sur un disque, le xi il est sur un cercle, Oui. quand tu t'approches de l'origine, le petit z va être négligeable par rapport au xi. Oui. Donc tu peux mettre xi en facteur, ça sera 1 moins z sur xi. Et 1 sur 1 moins z sur xi, c'est la somme d'une série ou pas? Oui. Et la convergence est uniforme surtout chaque fois. 1 sur 1 moins i, c'est somme de in, et la convergence est uniforme et normale même, sur tout disque de rayon strictement plus petit que 1. Oui. Et donc tu vas avoir une convergence uniforme. Tu comprends? Ouais, si on peut Donc l'intégrale de la somme, c'est la somme de z. Le terme qui est 1 sur xi moins z, c'est Oui. une somme en fait. Oui. On peut l'écrire comme somme. Pourquoi? 1 sur, par exemple, 1 sur 1 moins u, avec u petit, Oui. ce n'est pas la somme des un. Non seulement c'est la somme des un, somme du un c'est quoi? 1 plus u plus u10. Oui. C'est 1 moins u11 sur 1 moins u. Oui, oui, oui. Et le u11, quand tu fais tendre le C'est n, temps V0. c'est temps V0 à la Oui. fin. Oui. D'accord? Donc la somme de tous les un, c'est 1 sur 1 moins u. Mais à Oui. condition que ce soit petit. Oui. D'accord? Et toi, pour z, être dans un tout petit disque autour de Oui, l'origine, donc on va faire beaucoup plus du grand que module l'autre, à part, oui. tu rends énorme. Oui. Donc celle-là sera une limite uniforme de somme des. D'accord? Oui. Tu mets xi, tu laisses le xi, ça reste 1 moins z sur xi. Oui. Et 1 moins z sur xi, il monte au numérateur, ça devient somme de zn sur xn. Oui. D'accord? Et tu passes à la limite dans ta intégrale. D'accord? Il va rester les zn qui sont c'est autre chose, mais Oui. tout le reste va entrer dans l'intégrale. Ok. Donc tu as un développement, toute fonction holomorphe dans un disque est développable en série C'est entière. entière. Le fait qu'une série entière donne une fonction holomorphe à l'intérieur du disque, ça on l'a dit tout à l'heure, parce qu'une série entière, elle converge uniformément dans tout disque à l'intérieur du disque précédent. Oui. C'est tout compact. Oui. Et nous avons dit que, or, un polynôme est holomorphe. Oui. Donc la limite va être aussi holomorphe, d'après ce que je disais Oui, avant, oui. d'après la formule toujours intégrale de l'extrêmement puissance. Oui. Oui. C'est ça le résultat fort de Cauchy. Oui. Et le premier théorème qu'on dit pour le rectangle que Goursat a démontré, Oui. c'est pas le théorème de Cauchy. Mais bon, on parlera un autre jour des théorèmes de Cauchy, d'accord? On termine la démonstration. On termine juste pour que. Donc tu as la formule intégrale de Cauchy. Oui. Donc, K epsilon c'est quoi? Tu enlèves un petit disque autour de epsilon. Oui. C'est comme ce que je disais. Ou epsilon est assez petit. Oui. Il est clair que K epsilon est un compact. C'est vrai que c'est un compact, un disque Oui. troué. Oui. Et que la fonction est holomorphe. Bien sûr, on a enlevé ce qu'il faut pour que. Bah. Oui. En orientant des cas de manière continue, il vient que quoi? En orientant. Tu sais comment on oriente, comme ça, Oui, sens direct, oui. descend en ligne, Il vient que l'intégrale De sur ça. sur le bord epsilon, de K epsilon. K epsilon. Ça, c'est par définition, c'est pas Oui. il vient, c'est pas ça qui vient. Mais ce qui va venir, c'est que c'est égal à 0. Il y a un 0 qui manque. Nous avons dit que l'intégrale sur le bord est nulle. Oui. D'accord? Oui. Il y a un 0 qui manque. Il va le dire après peut-être. Oui. D'accord? Oui. Par le théorème de Cauchy, on en déduit que cette intégrale. 1 sur 2 pi l'intégrale de CZ0R de f de gamma sur gamma moins z et gamma. Ah, je vais t'expliquer. Il manque un 0 dans la ligne en haut. Ah, ici. Dans la première ligne, il faut ajouter un 0. C'est juste plus 0. C'est une erreur de frappe, oui. Ouais. Non, égal 0. Égal 0. Égal 0, parce que notre théorème de Cauchy disait que c'est 0. Oui. Ça, c'est égal à 0. Oui. Et comme ça, c'est égal à 0, Oui. on laisse un terme. Le terme, le premier, il va être égal au deuxième terme. Oui. Et ça, c'est indépendamment de epsilon. C'est ça qui est remarquable. C'est que l'intégrale sur le grand cercle, Oui. tu prends n'importe quel petit cercle Oui. autour de Z0. Oui. Tu changes de rayon comme tu veux. Oui. Ça sera toujours un bord. Oui. Et l'intégrale, c'est le Sur- trou là, oui. c'est la frontière du trou. Oui. Elle va être la même. La même que. Donc il est égal, sur le l'extérieur. fait que ça ne dépend pas de epsilon, maintenant il fait tendre epsilon vers 0. Ça c'est égal à ça, d'après le 0 qui était là-bas, on fait passer de l'autre côté, Oui. puis on passe à la limite, Oh, maintenant on peut passer à la limite. avec Oui. epsilon. Oui. Parce que c'est toujours égal. Donc Oui, c'est oui. égal, donc égal à la limite. Oui. Oui. Et en passant à la limite, Oui. pourquoi il dit que ça tend vers... Ok, remplace. Tu sais, tu es sur un petit cercle. Donc si on l'écrit z plus epsilon exponentielle θ. Ok. Et au début, la différence c'est epsilon exponentielle θ. Oui. Oui. Et dθ c'est quoi? d xi. Z est une constante. C'est la différentielle d'exponentielle θ. Donc c'est C'est I. i exponentielle θ dθ. Ok. Mais avec
C'est I epsilon toujours, parce que, Oui, oui. attends, Ah, tu vois? oui. Et qu'est-ce qu'il va savoir? Le epsilon va se simplifier avec celui du bas. Oui, donc epsilon, theta, voilà. Et tu vas avoir 1 sur 2 pi, l'intégrale Oui, de f de z plus epsilon et θ, où tu fais tendre epsilon vers 0. Dans le fond, f de z Oui, plus oui, epsilon θ converge uniformément sur 0 de pi oui, vers f de z. oui. Donc on C'est tout intègre- simplement la continuité, tu ok, vois? donc on Tu as- intègre le f de z en fin de compte. Oui, Et on récupère deux i pi. que tu as divisé par l'autre de z. Ah, 2 il est là. Mais il y a un i ici en seconde. Il reste un i ici. Et il manque avec le i là-bas. Mais le i avec le i, j'ai 2 pi. 1 sur 2 pi intégral. Ok, D'accord? oui, D'accord? oui, D'accord? Et donc, ça reste f de z, c'est tout. oui. Parce que là, tu as les 2 pi. Et tu as le i. Et tu as divisé par 2 pi. Ça simplifie avec 2 pi. Ok, C'est clair? c'est clair. Tu vois, ça démonstration. Mais là, on voit un peu cette histoire de compact à bord de classe C1 par morceau. Oui, Parce que le théorème qui était énoncé comme étant le théorème de Cauchy, oui. il suppose que la frontière est un chemin. Seulement une seule Donc, composante. alors que là, on a deux composants. Deux composantes, oui. D'accord? Oui. Donc, mais nous, on a démontré la formule du Gaiman avec un disque troué. Oui, Donc, donc, ça peut là aller. c'est applicable et on peut s'en sortir. Merci. Merci. D'accord? Ok. D'accord? Je vais te dire rapidement. Rapidement. À quoi nous sert la question du triangle? Le triangle. Très vite. Très Triangle, vite. oui, ok. Très vite. Prends un tableau. Oui. Oui. À quoi ça va nous servir de démontrer que pour un triangle aussi, on a la formule de Riemann? Oui. Ok. Vas-y. Tu donnes un exemple? Oui. Alors on va voir les. Mais on a dit que pour un triangle, Oui. comment on peut lire? Dessine-moi un triangle, s'il te plaît. Ok, un triangle. Oui. Tu as 0, disons, par exemple, là-bas. C'est 0, ok. Z, Z. Z plus H. Z plus H. D'accord? Oui. Tourne dans le sens direct, dans le sens. Oui. Ou A. Pourquoi 0? A. N'importe quel point. A. Ah. D'accord? Nous savons que si on a une fonction holomorphe, c'est une région qui contient tout le triangle plein, Oui. l'intégrale curviligne de cette fonction est nulle. Et 0. Au 0. Oui. Donc ça veut dire que l'intégrale de A à Z plus H, Est égal à l'intégrale de Z plus H. c'est l'intégrale de A à Z plus l'intégrale de Z à Z plus H, Égale à l'intégrale de A à Z. de A à Z plus H. Ça s'appelle quoi, la relation? Relation de Charles. Voilà. Oui. Donc la relation de Charles qui était triviale sur l'axe des réels, Oui. elle n'est plus du tout triviale dans le cas. Il faut que le triangle plein soit dans le domaine de D, De définition. alors tu feras ta relation de Charles. Oui. Alors, maintenant, un ouvert est étoilé par rapport à A. Un ouvert étoilé par rapport à A. Hein? Par rapport à A. Hein? Je vais mettre A ici. Et on dit qu'un ouvert du plan est étoilé, si quoi? Si quoi? Étoilé si pour tout point de Tout cette point de ouvert, ton je peux relier le par un segment reste, il tu ne reste sors pas, dedans. Oui. tu sors, Oui. tu ne sors pas. Oui. Donc si tu prends deux points de ta région que tu as dessinée ici, Oui. Z, et un point et un disque autour de B, Un disque autour du B ici. tu l'appelles Z là. Au lieu de B, tu appelles Z. Oh, le B, Le j'appelle. B, tu l'appelles Z. Ok. Tu vois? Comme le disque il est à l'intérieur, Oui. tous les points sont là-bas, oui ou non? Oui ou non? Quel point? Tous les points. Est-ce que tu peux joindre A à Z sans sortir de ta région? Puisqu'elle est étoilée, oui ou non? Oui, on peut toujours Et rejoindre. d'ailleurs, à tous les points du disque. Ici, c'est pas un trou. C'est pas un trou. C'est pas un trou. Ah, ok, non, non, ok. non, non. Donc, efface le cercle et fais un Z plus H qui est proche de Z. Là-bas. Si Z Oui, et oui. Z plus H, Oui. si Z, ne compliquons pas les choses, je suis Oui. en train de compliquer. Oui. Si Z et Z plus H sont dans ton ouvert. Oui. D'accord? Oui. Et si H est petit, tu peux avoir que tout le segment Z plus H est dans ton ouvert. Et dedans, oui. Même dans un disque. Oui, c'est vrai. Et alors, tu vas avoir, comme il est étoilé, tu peux joindre A à n'importe lequel de ces points. C'est vrai. Donc le triangle plein va être contenu. Oui. Donc si on est dans un ouvert étoilé, d'accord? Oui. Et si je prends un point Z et un H assez petit, Oui. je construirai un triangle qui reste donc Dans mon dans ouvert. Et Oui. l'intégrale donc va être nulle quand je tourne Oui, dans le sens c'est direct. vrai. Donc j'aurai la relation de... De Charles. Donc à ce moment-là, Oui. on a une primitive. On a bien- Il suffit d'intégrer de A à Z
Oui. D'accord? Oui. De dire ça, c'est une fonction de z. Oui. D'accord? Comment on a défini dans le sens réel? F de z plus h, j'intègre de a à z plus h. Ah, mais c'est pas le même chemin. Ben, la différence, c'est l'intégrale de z à z. À z plus Et h. comme c'est court, Oui. le même qui démontre que la limite, que c'est une primitive, c'est-à-dire on fait la limite. On Oui. fait f dx plus h moins f dx sur h. Sur h, oui. Quand tu intègres de z à z plus h et que tu divises par h, comme h est petit, Oui. tu vois, Oui. ceci va tendre vers f de z. La fonction est en continu. Oui. Parce que c'est une variation. Elle va être égale à f de z plus quelque chose de négligeable. Oui, non? oui, oui. Or, f de z fois de z à z plus Oui, h, oui, ça va donner f de z fois h quand il reste à h. Oui. Et le négligeable, Oui, c'est f de z. Oui. d'accord? Donc, la même démonstration qui passe dans le réel va marcher dans le complexe et va te demander que, comme ça, tu construis une primitive. Une primitive. D'accord? Sur un étoilé. Si tu es dans un étoilé. Donc, à chaque fois qu'on est sur un étoilé, on peut avoir Donc, une primitive. la primitive, c'est tout simplement j'intègre de A à Z sur le segment, Sur le segment. en allant dans le sens direct. Ok. Pas n'importe quel paramétrage. Et d'après cette histoire de triangle, d'accord, C'est possible. c'est le primitif. Surtout l'ouvert. Et donc j'aurai une primitive, Primitive surtout l'ouvert. d'accord? Oui. Maintenant, 1 sur Z. On va prendre l'exemple de 1 sur Z. 1 sur z. Ok. Elle n'est pas définie en 0, oui ou non? Oui. Donc on va dessiner le plan, Oui. place le plan, voilà, les deux axes. Oui. En origine, elle n'est pas définie, c'est 1 sur Oui. Z. D'accord ou pas? Oui. Nous avons vu que son intégrale sur le cercle, Oui. Sur le cercle. là, Oui. d'accord, elle est nulle. Elle n'est pas nulle. Elle vaut 2 pi si on fait le tour une fois. Oui. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas de primitive. Parce que si elle avait la primitive, Elle doit être nulle. elle doit être nulle. Parce que Ouais. l'intégrale de f sur le chemin, c'est l'intégrale de f de gamma de t, gamma prime de t. Oui. Mais si le f c'était une dérivée, f gamma de t, gamma prime, ce sera la dérivée d'une certaine fonction gérant gamma. Oui. Et comme gamma du premier point, ça dépend que des extrémités. Des extrémités. Et comme ici, ça revient à sa On part, On c'est revient bien. à. Donc si elle avait, Je laisse les fermer. si elle avait une primitive, l'intégrale est nulle. Oui. Donc par exemple, pour 1 sur z2, l'intégrale sera nulle. Pourquoi? Parce qu'un sur z2 admet une primitive, à savoir moins 1 sur z. Ah, ok. Pour toutes les 1 sur z2, 1 sur z3, 1 sur z1, ils sont pas, même s'ils n'ont pas défini, elles ont une primitive. Ok. D'accord? Ça, c'est 0. L'intégrale sera 0. Oui. Et même pour les puissances aussi, c'est normal. Donc le 1 sur z, c'est la seule qui est compliquée. Bien, les autres complications ne Oui. comptent pas. Oui. Et bien sûr, elle n'admet pas de primitive. Oui. D'accord? Sinon, Oui. l'intégrale serait nulle. Maintenant, si tu enlèves les imaginaires, les réels négatifs, enlève la demi-droite négative. Le réel négatif. Assure la demi-droite Non. négative. Là, dans ton dessin. Oui, je l'assure. Ok, Tu- je sais, je prends une couleur. Tu vas l'enlever, tu prends une couleur, tu vas J'enlève l'enlever. cette partie-là. Oui. Si tu enlèves J'enlève ça. si tu enlèves ça, Euh, est-ce que ce qui reste est étoilé, oui ou non? Oui, il est étoilé. Étoilé. Par exemple, par rapport au point par 1. rapport à un point Tu ici. prends le point 1, on va choisir A égale 1. Oui, augmente ta flèche, ça c'est ton unité. Parce que les gens croient que 1, Oui, ça c'est 1. ça c'est 1. Oui. Bah, D'accord. c'est étoilé par ça parce que ici je peux. C'est pas- Bien sûr, et ici toujours, aussi. toujours. Du D'accord? moment, si je reste sur l'axe, c'est garanti. Oui. D'accord? Oui. Bien. Donc ça, c'est un nouvel étoilé. Donc elle admet une primitive. Elle a mis une primitive. Tu vas avoir une fonction holomorphe sur toute cette région-là, dont la dérivée est égale à 1 sur z. Oui. Donc cette fonction sur l'axe des réels, sa dérivée sera égale à 1 sur x. Oui. c'est vrai. Donc c'est le logarithme habituel, plus constante, qui peut être d'ailleurs complexe. Oui. Elle est libre, la constante. Oui. Parce que la primitive à constante près. Oui. D'accord? Qu'on peut, en faisant, en intégrant de 1 à z, tout simplement. Oui, tout simplement. Donc on a à ce moment-là, Oui. nous avons la primitive qui s'annule en 1. En un, Si tu oui. écris l'intégrale de 1 à z. Oui. Oui ou non? Oui. Donc on a une primitive qui s'annule en 1. Et celle-là qui s'annule en 1, sa restriction à l'axe des réels sera le bon logarithme réel. Oui, c'est-à-dire si je fais là, un Z, ici j'intègre. Tu intègres aussi la même chose. 1 à Z, ici c'est. 1 sur z de z, tu es dans le réel. Oui. Même si tu l'appelles z. Hein. Oui, oui. Bien. Donc, c'est une fonction qui prolonge notre logarithme habituel. Oui. On va l'appeler encore log de z. Donc 2Z. Log de z. Ok. D'accord? Ouais. Log de z, donc cette primitive. Donc, Et l'intégrale. log de z, C'est l'intégrale entre de 1 et z, et Z. Et quand on dit l'intégrale vers Z, c'est sur le segment. segment. Ok. 1 sur L'intégrale de 1 sur Z et Z. de z. D'accord? Oui. Bien. Alors, je suis tenté de parler de l'exponentielle. Oui. Allez-y. C'est quoi exponentielle de z?
S'il te plaît. Exponentielle. Comme ça, on gagne un peu de temps. Ok. Je sais que c'est clair pour toi, mais Oui. pour tout le monde d'ailleurs. Oui. C'est exponentielle x, d'accord, fois exponentielle y, en fonction des coordonnées. Exponentielle y, toi, tu sais ce que Oui, c'est. oui. D'accord. Oui. Cette fonction-là, on va voir si elle est homomorphe ou pas. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Dérivé par rapport à x et dérivé par rapport à Y. y. Quelle est sa dérivée par rapport à x? Donc, D, j'écris comme ça. Non, non, regarde, non, je veux de l'oral. À l'oral, dériver ça par rapport à. Attends une seconde. Dérivée par rapport à x. Par rapport à X, c'est elle-même. Elle-même. Oui. Et sa dérivée par rapport à y, qu'est-ce que c'est elle-même? Non, n'écris pas. Il y a un I qui sort, c'est tout. Voilà, Oui. donc la dérivée par rapport à y, c'est i fois la dérivée par rapport Oui, à x. oui, Et oui. c'est la condition qu'on disait pour que la C'est fonction. vrai. Donc elle est homomorphe. C'est le mort, oui, c'est vrai. Tu vois? Oui. Bien sûr, on peut la définir par série aussi, vérifier que c'est dérivable. Bon, c'est pas la peine, c'est compliqué Oui. puisqu'on a la condition de cette condition-là. Ok. Il faut qu'elle soit C1, mais elle est C1. Oui. Par rapport à x, la dérivée est contenue aussi. Oui, oui. C'est clair? C'est clair. Oui. Donc nous avons affaire à une fonction homomorphe, l'exponentielle. Oui. Maintenant, on va voir si elles sont inverses l'une de l'autre. Alors, quelle est la dérivée d'exponentielle log de z? Exponentielle, Log de z. ln, z. Non, oui, c'est ça. Comme ça. Oui. C'est 1. Le dérivé on va trouver que c'est 1. Oui. Mais dérive d'abord. Dérive un. cette fonction. J'écris prime comme ça. Oui. Prime. Oui. C'est quoi? Il faut dériver le log. C'est quoi le dérivé du log? 1 sur z, oui, non? Oui. C'est 1 sur z. Fois exponentielle. Fois exponentielle ln de z. Donc tu as une fonction qui vérifie Oui. que sa dérivée, c'est 1 sur z fois la même fonction. Oui. Nous sommes d'accord? Oui. Donc tu fais monter le z de l'autre côté. Ça fait z. Z. Exponentielle Log de z prime. prime égale. Exponentielle ln de z. Maintenant, efface le égal, devient moins, égale 0. Hop, ici, moins. Hop, Égale 0. Oui. Et ça c'est pas la dérivée de la fonction divisée par z. Comment on dérive une fraction? C'est vi' moins Oui, i'. oui, sûr. Donc ça veut dire que l'exponentielle log de z divisé par z, le tout prime, égale Ouais, il y a- 0. Il y a un z2. mais Z2, bon. il est où? Oui, les z2, on n'est pas en 0. Si c'est égal à 0, divise par z2, ce sera égal à 0, oui ou non? Ah oui, oui, c'est vrai. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exponentielle log divisé par z est constante. Exponentielle ln De z de z divisé par z divisé par z est une con. égale une constante. Oui. Que vaut cette constante? Il suffit de prendre une valeur particulière. Bon. Alors log de 1 c'est 0. Exponentielle de log de 1 Bah, je prends 1 alors. c'est 1. Et en bas c'est 1. Donc 1. La constante c'est 1, égale Ouais. 1. Tu vois? Oui. Et donc le log, Oui. c'est un inverse à droite de l'exponentielle. Parce que l'exponentielle n'est pas bijective. Tu vois, Ah oui. elle est 2 pi période, Depuis périodique sur l'axe des ordonnées. d'accord? Oui. C'est clair? Oui, oui. Donc, maintenant, faisons un petit dessin. Pour l'exponentielle Oui, très vite. On va faire deux repères. Non, repères Je orthogonaux. tourne pas comme ça. Attends. Non, on va pas. On est dans le plan. Dans le plan, ok, comme ça et comme ça. Oui. Et là, Non, c'est- mais 10 minutes de dessin pour les avoir l'un à côté de l'autre. Ah, ok, je prends Un deux. plan et un plan à côté. Et c'est toujours le plan C, simplement Ok. le point de départ. Là, je vais aller vite. Hein. Oui. Tu sais, pour les fonctions de R dans R, Oui. on trace leur graphe. Et ça, c'est pas possible de tracer C'est le pas graphe. possible Oui, bien parce sûr. que ouais. le jour On où arrive- quelqu'un verra en dimension 4, Oui. il fera le graphe. Oui. Donc, pour les fonctions de C dans C, non. On regarde des courbes et leurs images Ok. pour étudier la fonction. Oui. Donc, maintenant, on va voir un axe horizontal. Qu'est-ce qu'il donne à l'arrivée? Un axe horizontal, comme ça. Un axe horizontal. Par exemple, l'axe des X. L'axe des x. L'axe des X, on sait ce qu'il donne. L'axe des x, il donne. Quand tu fais l'exponentielle, qu'est-ce qu'il donne? Attends, c'est de C dans C. Oui, L'axe des x. l'axe des réels. Comment on des varie l'exponentielle? L'exponentielle d'un réel est un réel, oui ou non? Oui, mais je reste ici. Toute la droite, tu Oui. obtiens. Oui. Tu es sûr? Ouais. Il y a un nombre négatif qui Oh non, tourne. non, non. Oui, c'est ici, c'est une demi-droite positive. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, fais une parallèle à l'axe des X. Une autre ici. Non, pas très loin. Une Ah, parallèle ici, juste ici. proche, oui. Ok. D'accord? Mais le Y là, la distance c'est Y. La distance ici, c'est y. Ok. Y. Alors, l'ordonnée c'est Y. Quelle est son image? L'ordonnée ici. Pardon, l'ordonnée est constante, Y et X varient. Donc regarde ta formule. L'ordonnée. Monte un peu, sinon tu ne verras pas. Voilà. L'ordonnée est constante.
Ici. Oui. L'ordonnée est constante. C'est un facteur multiplicatif ou exponentiel. X, bah, c'est toujours la même chose. C'est le module qui bouge, C'est le module qui bouge. mais l'argument ne bouge pas. C'est le même ensemble, n'est-ce pas? Non? Mais attends. L'argument, c'est combien? Oui. L'angle, c'est quoi? Ici, Oui. Non. l'argument c'est Y. Oui, c'est θ, c'est ce qu'on appelait θ. Oui. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, ok, je tourne un peu. Je tourne légèrement. Vas-y, dessine une demi-droite là. Une demi comme ça. Non, 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 pas comme ça. Tu as trop tourné. Voilà. Et là, l'angle, c'est quoi? Non, mais c'est Y. C'est Y. Oui. Heureusement que depuis qu'on fait de l'analyse, parce Oui. qu'avant c'était de la géométrie, hein, Oui. un angle c'est un nombre réel. Oui. Ça ne gêne pas. Cosinus θ, Oui, c'est un oui, nombre oui, réel. oui, oui, oui. Alors qu'avant, on faisait beaucoup de philosophie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est une droite qui, plus tu montes, plus elle tourne. Je tourne, c'est vrai. Quand tu arrives à 2π, Bah, reviens à la tasse des mets-nous le 2π là-bas. Depuis, il est quelque part ici. Voilà. Et C'est trace un- la c'est dernière un 2π. parallèle, C'est un 2pi. 2π. Oui. Oui, c'est ça. Et là. Et celle-là, en fait, elle est confondue avec celle-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas voir? Les horizontales Oui. vont te donner des demi-droites. Ok. D'accord? Oui. Des demi-droites qui tournent, qui reviennent à leur position. Oui. Et les verticales. Elle est verticale. Ok. Qu'est-ce qui est fixe pour une verticale? Allons vite, allons Le vite. X, il est fixe. Oui, Alors, le X, il est fixe. Ça, Donc, le le module, module il est est fixe. fixe. Donc, on trouve des cercles. voilà. Ok. Et chacun de ces Et cercles. à chaque fois qu'on se déplace à droite, ben, on est en train d'augmenter le module. Voilà. Donc, Donc, c'est des cercles concentriques. concentriques comme ça qui. Voilà. ok, oui. Et si on passe à gauche. C'est des cercles de rayon plus petit que 1. Et pour le négatif. Tu passes. Oui, c'est Plus ok. le cercle diminue, plus la droite va à gauche, Oui, encore. plus je ramène la les partie verticales, vers les verticales, Oui, les verticales finalement deviennent de tout petits il cercles. y a une discontinuité ici ou pas? Où? En termes. Ce passage-là, Elle est bien. Non, il n'y a pas de discontinuité. non, là c'est le cercle unité pour x égale 0. Parce que les cercles, là, ces cercles, ils deviennent de plus en plus petits. Et après, quand je. Quand est-ce que tu arriveras au point? 0, c'est au point. Non, pour 0, exponentielle 0 c'est 1. Ah, ok. Tu as le cercle unité. Ah, tiens. Et si elle va vers le négatif, ta droite? Ah, ok. Donc j'ai le cercle unité quelque. Ah, attends, je vais choisir une autre couleur. Comme ça, c'est Saisis mieux. une couleur et mets un cercle à gauche. Ici, L'axe des imaginaires, c'est le cercle unité. prenons ça, c'est le cercle unité. Et ça, c'est l'axe des imaginaires. Voilà. Donc, tout ce qui se trouve à sa droite ici, c'est C'est des plus grand. cercles plus grands. Et tout ce qui se trouve à sa gauche, c'est deux cercles concentriques comme ça. Ils ne touchent jamais le. Non. C'est le point fini. La droite verticale, plus elle va vers la ok. gauche, Ok. plus elle devient un cercle petit. Ah, C'est comme si tu écrases à gauche, tu vois. Le passé, il compte pas. Le passé, c'est pas un Ouais, point. c'est une bijection de R de C dans ces étoiles. Regarde, chaque droite verticale, Oui, elle s'enroule sur un cercle. oui, Mais suivant sa position, elle va être plus grand ou plus petit, le cercle. oui. C'est ce qu'on appelle un revêtement. Ok, D'accord? ok. Et une droite verticale comme ça, elle roule Oui. sur le cercle. Tu vois, c'est comme tu as un fil vertical. Oui, tu oui, le fais oui, tourner. oui. Depuis, tu reviens à ta place. oui. Ça, on appelle ça un revêtement. Un revêtement, mais les deux D'accord. revêtements ne sont pas pareils. D'accord. Parce qu'il y a Non, un qui. tu n'es pas dans le même ensemble. Non, Oui. le point n'existe pas. Oui. Tu vois le point là, Oui, au centre, oui. il correspond à une droite rejetée à l'infini vers là, mais il n'existe pas. Oui, ça existe pas. ok. C'est un truc Ok. limite. Ok. Donc tu n'en vois pas tout le plan complexe dans tout le plan complexe. Oui. Il te manque un point. Un point. Et ce point, c'est le passé très lointain si tu, Ok, si tu oui. vas dans l'axe des X. Ok. Tu vois, Je vois. toute cette région de l'axe des X, indépendamment du Y. Oui. Parce que le Y, là tu vois qu'il devient grand, je ne sais pas quoi. Mais c'est un angle. Oui, Tu oui. tournes, Oui, tu vois. je vois. Alors si on veut revenir par le log, Oui. qu'est-ce qu'on fait? On doit enlever une demi-droite pour pouvoir définir l'angle. Pour voir la continuité. Et donc là, je vais vite. Le log de Z, Oui. c'est le log du module de Z. Plus I I argument de Z. Ok. Et ça se voit sur le. Tu vois, Log de là, Z. on l'a écrit. Égal. Parce que. Ça, c'est le log complexe. Parce qu'on retrouve le X ok. et Y en fonction de X Z. Log de module de Z. Plus le Y. Y, c'est argument. Mais il faut bien Ah, définir oui. l'argument. I. Argument de Z. Argument de Z. Ok. Argument de Z. Et là, il y en a plusieurs. D'accord. Ok. Parce que si on tourne. C'est bon. Oui. Si on tourne. Et pour définir l'argument, Oui. donc la coupure, Oui. c'est pour pouvoir définir une détermination de l'argument. Oui, c'est bon. On prend la détermination principale, par exemple, entre moins pi D'accord? et pi, c'est ça? D'accord? Oui. Oui, je prends comme ça.
Voilà, de là à là, hop. Et là, je suis... Ce qui a empêché le logarithme, ce qui a empêché la fonction 1 sur z d'avoir une primitive, Oui, c'est pas au niveau de la partie réelle. oui, C'est cette question d'argument. oui. C'est là qu'on a. Oui. Et ça, on utilise cette définition souvent pour donner un exemple de fonction harmonique. Oui, Parce que de la même manière qu'une fonction holomorphe sur un ouvert étoilé, Oui. elle admet une primitive, oui, on en déduit immédiatement oui. que sur un ouvert étoilé, Mm. toute fonction harmonique, c'est la partie réelle d'une fonction holomorphe. Ok. D'accord? Mais comme l'ouvert ici, si on enlève l'origine, n'est pas étoilé, Oui, le logarithme, c'est la partie réelle d'une fonction holomorphe, oui, qui n'est définie que par... Mais là, tu peux changer. Si tu enlèves, au lieu d'enlever l'axe des imaginaires, oui, je peux en autre demi-droite qu'on peut enlever. N'importe quelle Et donc, de demi-droite. toute façon, on pourra toujours définir une autre détermination du log. Oui, oui, Donc, pour la partie réelle, celle-là, oui, le log de z, d'ailleurs, elle est définie comme ça. oui, La première fonction log de z, c'est une fonction harmonique. Partout, sauf en 0, bien sûr. oui, D'accord? D'accord ou pas? oui, Et ça, et la fonction argument, elle n'est pas définie. À cause on ne peut pas définir l'argument partout. oui, oui, Donc souvent, on écrit le log de z en termes de x et de y. Et on donne ça sous forme des exemples, de disant une fonction harmonique, c'est la partie réelle d'une fonction holomorphe. D'accord? Le log de module de z, là, Oui. il est bien harmonique si on ferme les yeux et on travaille avec la variable module, c'est racine de je ne sais pas quoi. Tu vois. Oui. C'est bien défini, on vérifie qu'elle est harmonique. On calcule des deux, et c'est normal qu'elle soit. Alors on dit maintenant cette fonction harmonique, est-ce que c'est la partie réelle d'une fonction holomorphe? oui, En fait, la fonction qui existerait, ne peut être que celle-là. Parce qu'on ne peut pas avoir deux fonctions. Parce que deux fonctions holomorphes qui ont même partie réelle, oui, d'accord? oui, Eh bien, la partie imaginaire va être nulle. Parce que si la partie réelle d'une fonction holomorphe est nulle, la partie imaginaire aussi sera nulle. Et ça, c'est pas difficile à voir. Toujours à l'aide de la condition d'hier sur des... Oui, oui, Cauchy-Riemann. oui, Si on la voit en termes de partie réelle, partie imaginaire, Oui. les deux dérivés de la partie imaginaire V sont donnés par les deux dérivés de la partie réelle. réelle et ses Donc si les deux sont nuls, donc elle est constante. Elle est constante Donc, et comme elle est... elle peut être coïncide. constante n'importe quoi. Oui, D'accord? oui, Oui, comme... c'est tout. Si la partie réelle est nulle, la partie imaginaire peut être une constante. On peut prendre des fonctions constantes. I, par exemple, une fonction constante qui vaut I. oui, Sa partie réelle, c'est 0. c'est vrai. D'accord? Donc, en quelque sorte, donc, on utilise ça. Et alors, les gens font du calcul, ils vont, bon, il n'y a pas, sans voir pourquoi. Et en fait, c'est parce que le logarithme habituel ne peut pas être défini. Il faut que le voile soit Étoilé. étoilé. C'est ça, Donc, il y a, du triangle. si tu veux, c'est pas la peine que je parle de fonctions harmoniques, de relation avec les fonctions harmoniques. Oui, Je oui. pense qu'on peut s'arrêter là. Oui. Et j'espère que J'ai eu ma réponse à ma question. Oui, oui, je suis très content. Merci. Merci. Alors, Bien. on s'arrête ici. On s'arrête ici. Allez, au revoir et à bientôt. Merci.